On va aujourd'hui présenter une séquence vidéo sur la notion de désirabilité en formulation. Cette vidéo entre dans le cadre d'une série de vidéos dédiées à la méthodologie de la formulation. La formulation consiste à concevoir des produits de tous les jours que nous utilisons tous, les huiles, les essences, les lubrifiants, les peintures et colorants, les colles et vernis, les bétons et céramiques, les verres, les alliages métalliques, les produits de détergents, les produits cosmétiques, les produits de technologie alimentaire, etc. Tous les produits que nous utilisons quotidiennement sont issus de la formulation. On va voir un petit peu les spécificités des mélanges. Par exemple, les biscuits, bon, il y en a plusieurs types de biscuits, plusieurs marques. Essentiellement, on trouve comme matière première de la farine, de sucre, de la levure, du beurre, des aromatisants, bien sûr l'eau et le lait, ça dépend. Alors, qu'est-ce qu'on examine lorsqu'on fabrique ces biscuits? On va voir le goût, est-ce que ça plaît aux gens ou non. On va voir le taux de sucre, est-ce qu'ils sont sucrés ou peu sucrés. Bon, ça dépend du public cible. On a des gens qui préfèrent le sucré, d'autres qui ne l'aiment pas pour des raisons de santé. On va voir la texture, l'aspect visuel, est-ce qu'il est comment la couleur, est-ce qu'il est bien cuit. On va voir aussi est-ce qu'il est croquant ou non croquant, est-ce qu'il est moelleux. Donc voilà les aspects qu'on désire lorsqu'on fabrique un biscuit. Dans le domaine des peintures, bon, toujours, lorsqu'on fabrique une peinture à partir des matières premières de base, le liant, le pigment, les charges, les additifs, les solvants, les choses désirées lors de la fabrication d'une peinture, c'est vérifier, voir une bonne viscosité, voir un bon pouvoir couvrant, une bonne force colorante, c'est-à-dire il donne la couleur, il sèche rapidement, qu'il soit résistante aux intempéries et rayabilité plutôt, et bon, il adhère correctement sur le support pour éviter des craquelures ou des cloquages. Alors c'est ça ce qu'on aime ce qu'on désire lorsqu'on fabrique une peinture. Alors je vais évoquer d'autres parce que toutes les industries, chaque fois qu'on fabrique un produit, il y a des objectifs à atteindre. Alors lorsqu'on fabrique des carreaux de faïence, de céramique, alors bon, généralement on parle des argiles. Un mélange d'argile généralement composé de feldspath, de quartz. On ajoute des flocculants, un liant, de l'eau. Et la méthode de mélangeage, comment on mélange ces argiles. Le temps de cuisson, quelle est la température de cuisson. Et bon, lorsqu'on fabrique le carreau, il faut étudier sa résistance mécanique, est-ce qu'il est dur ou fragile, quelle est sa densité, est-ce qu'il est léger ou lourd. On examine sa rugosité, on examine la porosité, est-ce qu'il fait pénétrer de l'eau ou non. On peut aussi étudier par la suite son retrait avec le temps, est-ce qu'il n'y a pas rétrécissement des dimensions de ce carreau céramique. Voilà les désirabilités attendues lorsqu'on fabrique un carreau céramique. Même chose lorsqu'on fabrique un détergent, bon, il faut vérifier son pouvoir détergent, son pouvoir mouillant, son pouvoir moussant. Bon, moussant, ça dépend. Est-ce qu'on a
va l'utiliser pour une machine à laver ou pour un lavage conventionnel normal. On va voir est-ce qu'il va faire disparaître tous les types de tâches, le thé, les sauces, l'encre, le chocolat, je sais pas quoi, le maquillage, etc. Et enfin, on va voir quel est son effet sur le tissu, s'il y a des couleurs, est-ce qu'il n'y a pas altération des couleurs, est-ce qu'il n'y a pas un jaunissement de tissu, est-ce que la souplesse est bonne. Donc tout ça, ce sont des points qu'on désire pour avoir une qualité d'un détergent. Même chose pour les huiles lubrifiantes. Lorsqu'on fabrique des huiles lubrifiantes, à partir d'un mélange d'huile, on cherche l'indice d'acidité totale, est-ce qu'il n'y a pas de produits acides dedans. On vérifie aussi l'indice de basicité totale, l'indice de viscosité cinématique, l'indice de viscosité dynamique, le point d'écoulement, le point éclair. C'est-à-dire flash point, c'est la température à partir de laquelle l'huile peut s'enflammer spontanément. Donc la conception d'une huile lubrifiante dépend du climat. Est-ce qu'il est prévu pour les pays scandinaves ou pour les pays de l'Asie tels que l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Ou bien en Afrique. Donc la conception de cette huile doit répondre à l'environnement à laquelle elle est destinée. Même chose pour lorsqu'on fabrique un médicament, par exemple un comprimé. On va traiter cet exemple dans la désirabilité. Lorsqu'on fabrique un produit, on va étudier par exemple un comprimé, on va mesurer sa friabilité, c'est-à-dire lorsqu'il est subi au frottement, est-ce qu'il n'y a pas effritement de comprimé. On va voir est-ce qu'il y a la masse, une répartition homogène du principe actif et quel est le temps de libération de principe actif. Alors toute cette introduction-là pour évoquer la notion de désirabilité. La désirabilité, c'est ce qu'on désire lorsqu'on fabrique un produit. Je n'oublie pas de mentionner ce dernier cas. C'est un principe actif, c'est l'hydrogéno-oxalate de naphthydrofuryl. C'est le principe actif. Ici, on a des liants, la gomme arabique, la gomme xanthate. On a ici le lubrifiant pour lubrifier la poudre, pour la compresser. Et on a aussi des excipients. C'est eux qui agissent sur les facteurs de réponse tels que la friabilité. Ils agissent beaucoup sur les propriétés finales du comprimé. On va voir cet exemple tout à l'heure. Alors, ce principe actif, généralement, est prescrit lorsque on sent des douleurs de l'artérite des jambes. Il est commercialisé sous le nom de naphthydrofuryl biogramme 200 mg, comprimé pellicule. Je rappelle les étapes qu'on franchit pour la réalisation de tout produit de formulation. L'étape 1, c'est l'expertise chimique, c'est-à-dire le choix des ingrédients. Alors, lorsqu'on choisit les ingrédients en analysant le cahier des charges, dans quelle proportion doit-on mélanger ces constituants pour atteindre les fonctions désirées? D'après les exemples que j'ai cités, dans quelle proportion pour répondre aux exigences de la fabrication de produits? Alors, nous avons dit que les compositions sont limitées entre 0 et 1. Et si on choisit un constituant, on doit obligatoirement l'incorporer dans le mélange. C'est l'hypothèse numéro 1 de la formulation. Alors, une fois que les constituants sont choisis, on doit les mélanger avec des méthodes appropriées en choisissant le dispositif de mélangeage. Alors, le type de mélangeur, le mobile d'agitation, le temps d'agitation, l'ordre d'addition des constituants, etc.
L'hypothèse 2, on sait fabriquer un mélange, on dispose d'une technologie adéquate de mélangeur. Ça veut dire qu'il faut choisir le bon mélange, la meilleure méthode de faire un mélange. Ça, c'est le cœur de génie de la formulation, c'est le génie de mélange. Alors, une fois qu'on a terminé la fabrication de produits, on doit mesurer ses caractéristiques physico-chimiques, ses caractéristiques en général. Les caractéristiques, un produit possède plusieurs caractéristiques. Ces caractéristiques, on doit les mesurer avec beaucoup de précision. Il y a une partie d'analyse qualitative, et puis il faut faire des mesures quantitatives pour se prononcer sur la qualité de produit. Cette partie-là est très importante. Les réponses doivent être quantitatives à variation continue. Donc on doit traiter les résultats statistiquement pour prendre des décisions en se basant sur les statistiques descriptives et les statistiques inférentielles. Au préalable, il faut faire des ajustements sur l'appareillage utilisé, la calibration et l'étalonnage et veiller sur la reproductibilité et la répétabilité des résultats. Ceci, ça fait partie de l'expertise métrologique. Alors, une fois qu'on a mesuré ces caractéristiques, il faut décider, parce que ces caractéristiques doivent être simultanément remplies si on veut avoir un bon produit, chose qui n'est pas facile. Alors, il faut transformer ces réponses, ces caractéristiques, en termes de désirabilité. C'est l'objet de cette intervention-là, c'est transformer les caractéristiques en termes de désirabilité. Chaque désirabilité, on lui attribue un coefficient, une pondération. Et bon, par l'expertise de formulateur ou bien le souhait de demandeur, de client, qui va privilégier parfois une désirabilité par rapport à une autre. Parfois, on mise sur des caractéristiques bien définies pour avoir un certain succès du produit formulé sur le marché. Parce qu'on ne peut pas atteindre d'un seul coup toutes les réponses d'un seul coup. Alors, une fois qu'on pondère ces valeurs, on les convertit en désirabilité globale. Donc voilà, on a vu cette partie-là. La désirabilité globale, c'est la désirabilité individuelle de chaque caractéristique. C'est la somme géométrique de toutes les caractéristiques de produits fabriqués. On normalise, c'est-à-dire on normalise ces désirabilités pour qu'elles prennent une valeur comprise entre 0 et 1. Si la désirabilité globale est satisfaisante, tant mieux, sinon on réexplore le domaine expérimental en agissant sur une modification de la constitution, des constituants et en adoptant quelques réglages au niveau de mélange. On va voir ce que ça donne. C'est une méthode, bien sûr, qui est très fastidieuse, mais on va voir comment surpasser ces difficultés-là en appelant à l'optimisation et à la modélisation. Donc, on va prochainement faire une introduction au plan de mélange. Comment peut-on modéliser ces réponses et faire le minimum d'expérience pour la prédiction des résultats. Voilà la notion en fait, c'est un rappel de la notion de boucle de formulation, de la formulation. C'est choisir les ingrédients, les constituants, les mélanger, également les techniques bien appropriées, mesurer les caractéristiques, les transformer en termes de désirabilité, leur donner une pondération et décider du sort de produit. Et ainsi de suite, on réexplore si on n'est pas satisfait. On va prendre le cas, par exemple, de ce que j'ai cité tout à l'heure, on va prendre un médicament, un comprimé, qui est
qu'on a décrit tout à l'heure. Il est destiné pour les maladies des jambes. Le principe actif, c'est l'hydrogéno-oxalate de naphthofuril. C'est un exemple tiré de la pharmacie galénique. Et constituant de la matrice, il y a la gomme arabique et la gomme de xanthate. Le stéarate de magnésium, il est utilisé comme lubrifiant pour faciliter la compression de comprimés. On ajoute des charges, le polyvinylpyrrolidone, qui est un polymère, et des excipients, tels que la cellulose mi-cristalline, la tablettose et le phosphate de dicalcium, pour assurer une bonne cohésion du comprimé. Alors, les réponses attendues, désirées, c'est le temps de libération du principe actif, combien on désire la durée pour être libéré, pour accomplir sa fonction. On doit aussi examiner la friabilité du comprimé suite au contact, etc. Lorsqu'il est emballé, le transport, est-ce qu'il n'y a pas d'effritement, une perte de masse. Et aussi, on va voir la variation de la masse, c'est-à-dire la distribution au sein des comprimés. Est-ce qu'on a la même quantité de principes actifs? Dans ce cas-là, le produit est commercialisé, par exemple, avec une composition de 200 mg en principe actif. Il faut que les 200 mg soient partout, en respectant un intervalle de confiance qu'on fixe au départ, par exemple, plus ou moins 5%. Donc, on peut voir est-ce que les masses sont comprises, par exemple, en 190 et 210. Si on estime que le taux est de 5%. Le taux de tolérance est de 5%. Alors, donc, voilà, on va agir maintenant sur la teneur en microcellulose, la tablettose et le phosphate de dicalcium pour voir les réponses en fonction de la composition de ces trois constituants qui sont l'excipient. On va voir le temps de libération, la variation de masse et la friabilité. Donc il y a des valeurs cibles qu'on doit atteindre. Alors dans les mesures de désirabilité, ce sont des optimisations multicritères et simultanées. On doit répondre simultanément à ces critères-là de friabilité, de taux de libération de principes actifs et de variation de masse. La qualité d'un produit dépend d'un grand nombre de caractéristiques. Il est donc nécessaire d'observer et de maintenir ces caractéristiques à des valeurs idéales simultanément. Alors, s'il y a une propriété, une caractéristique qui est en deçà des aspirations de clients, de formulateurs, donc on écarte cette possibilité-là et on refait la manipulation. Une seule propriété excluant les autres ne peut pas être choisie comme critère. Alors le problème, comment obtenir cette combinaison-là? Cette combinaison, il n'est pas évident de l'atteindre. Alors nous revenons au père de la qualité, Taguchi, un ingénieur japonais qui a mis les bases des notions de qualité. Taguchi a introduit 3 types d'objectifs pour déterminer la qualité d'un produit par rapport à une caractéristique. Donc, lorsqu'on veut fabriquer un produit, on fixe une caractéristique, un objectif pour chaque désirabilité. Par exemple, pour le temps de libération, il faut qu'il soit le minimum possible pour que le principe actif puisse faire son travail, atteindre la cible. Donc, plus on minimise le temps de libération, plus le produit sera efficace. Alors, par exemple, il faut qu'il ait un effet instantané. Bon, chose qui n'est pas toujours facile dans le galénique, dans la pharmacie, et vu que le principe actif doit traverser pas mal de barrières biologiques pour atteindre
la cible. Donc, il y a les intestins, comment il va se comporter aux intestins, comment il va franchir les barrières pour être transporté à destination à laquelle il est destiné. Donc, bref, Taguchi a défini 3 objectifs pour une cible. Larger is better, c'est-à-dire plus la valeur est supérieure à la valeur cible, plus c'est bon. Par exemple, si on va voir sur certains exemples, si on fixe par exemple une valeur, si la valeur est un petit peu supérieure, tant mieux, pas de problème. Le but est d'obtenir la plus grande valeur possible pour la réponse. On cherche à maximiser la réponse. Par exemple, si on a un carreau céramique, bon, pour le module de Young, par la dureté, plus la dureté est élevée, plus il est bon. Donc, on cherche à maximiser la dureté. Smaller is better. Parfois, la petite valeur, elle est importante. Donc, je reprends le cas du carreau céramique. Par exemple, si la valeur de retrait des carreaux céramiques, plus elle est petite, plus le résultat, la désirabilité est bonne. Smaller is better. Le but est d'obtenir la plus petite valeur possible pour la réponse. On cherche à minimiser la réponse. Donc, dans l'étude de la variabilité, pour la recherche d'optimum, donc, pour la désirabilité, on cherche à minimiser la valeur de la réponse. Target is better, la cible. On va directement à la cible. Donc ça, c'est pointu, mais le but est d'obtenir une valeur précise appelée valeur cible de la réponse. Dans ce cas, la valeur de la réponse devra être centrée sur la valeur cible. Alors, dans les problèmes industriels, une caractéristique est acceptable même si sa valeur obtenue est légèrement différente de celle recherchée. On ne peut pas atteindre exactement la valeur souhaitée. Target, cible. On définira donc, suivant les objectifs, une limite inférieure et une limite supérieure. Une limite inférieure d'acceptation et une limite supérieure d'acceptation, ce qu'on appelle la limite de tolérance. Donc, si on revient à la normalité des résultats, on a toujours une gaussienne et on fixe la valeur on va en parler tout à l'heure dans une diapositive prochaine. Alors, les méthodes généralement utilisées pour apprécier la désirabilité, il y a 4 méthodes. La méthode graphique, on se base sur les graphiques pour déterminer les zones où on a une superposition des désirabilités, c'est-à-dire on trace les courbes d'isoréponse. On verra ça lorsqu'on parlera de plan d'expérience. On délimite les zones où il y a le compromis. D'ailleurs, on va la faire pour le cas de principe actif qu'on va étudier. La méthode numérique, ça concerne à faire un quadrillage expérimental de la zone et on calcule dans chaque nœud les valeurs de désirabilité, de réponse, et on choisit les points où il y a une bonne réponse. La méthode GDF, qui revient à ses auteurs Lyoferion, Dreyer et Feinberg, une méthode basée sur un algorithme dérivé de celui de la plus grande pente aux méthodes de gradient. Alors, c'est une méthode mathématique qui a ses limites, parce que dès qu'on a un domaine qui n'est pas convexe, on aura des problèmes pour le calcul de gradient. Nous, on va retenir la dernière, c'est la fonction de désirabilité, et qui fait l'objet de cette intervention vidéo. Alors, l'avantage, c'est un procédé simple qui combine les valeurs de plusieurs propriétés en une seule. Alors, ça permet de mesurer quantitativement la qualité globale d'un compromis. Cette méthode se décompose en 3 étapes, comme on avait dit. Modélisation des critères, on choisit la réponse en fonction, en général, des constituants de la composition.
On transforme chaque modèle en fonction des objectifs en termes de désirabilité et on crée une fonction globale qui va tenir compte de toutes les désirabilités individuelles. Création d'une fonction de désirabilité caractérisant le compromis global, tel qu'on avait vu que dg est égal d1, c'est une moyenne géométrique de toutes les désirabilités qui sont normalisées en divisant par la somme des taux des coefficients de pondération. Alors généralement, on représente sa désirabilité, pour bien illustrer les choses, on présente cette désirabilité sous forme d'un graphique. On représente en général les réponses sur l'axe des X et les désirabilités individuelles sur l'axe des Y. Alors, on choisit une limite inférieure, qu'on la désigne par L, en anglais lower, et une valeur supérieure, qu'on la désigne par U, upper. Alors, voilà, donc c'est la désirabilité. Les valeurs de L et U sont choisies par expertise ou bien par étude de benchmarking. C'est-à-dire, on prend le concurrent sur le marché, on va étudier sa désirabilité, on va l'analyser pour voir quelle est la valeur inférieure, qui est la valeur supérieure. Donc deux origines de choix de L et de U, soit sur des considérations d'expertise, on a la main, on a l'habitude, soit qu'on étudie sur la base de la concurrence. On définit L et U. Et là, donc, on peut voir plusieurs situations. Target is larger is better, comme a dit Taguchi, toutes les valeurs qui sont supérieures à U sont les bienvenues. Deuxième possibilité, smaller is better. Donc, dans ce cas, on minimise la réponse. Dans le premier cas, on maximise la réponse. Il faut la maximiser. Et dans le cas de smaller, on minimise la réponse. Target is better. Là, c'est la cible. Mais comme on a dit qu'on n'atteint pas toujours, il y a un seuil de tolérance. Parce que les valeurs autour de la valeur cible sont généralement sous forme d'une gaussienne, la loi normale. Donc, vous avez, pour les cours de statistique, vous avez 2 sigma, 3 sigma, et donc le seuil de tolérance, il est compris entre, par exemple, ici et là, c'est ce qui est indiqué. On va voir si un autre schéma, voilà. Ici, nous avons la gaussienne, et on peut tolérer, par exemple, cette zone-là, autour de la valeur de référence, autour de target, de la valeur cible. Donc, les valeurs seront acceptées dans cet intervalle de tolérance. Dans ce cas, donc, on peut limiter la zone entre les deux zones vertes, dont les deux traits verts, c'est la zone de tolérance. Et donc, on peut lui attribuer D égale 1, c'est-à-dire la désirabilité maximum. Au-dessous de la valeur L, lower, D égale 0, et au-dessous de la valeur U, on a toujours D égale 0. Lorsqu'on cible la target, la cible, donc c'est dans cet intervalle de confiance, et ça c'est la précision. On peut agir sur les deux côtés on peut calculer D en faisant la projection sur l'axe désirabilité. On peut déterminer la désirabilité dans ces points-là. On va revenir comment peut-on lire tout le diagramme pour déterminer les différentes désirabilités. Alors, dans le cas où on maximise la réponse, donc dans cette zone, on a le minima, on minimalise, donc on a D égale 0. Alors, dans cette zone-là, on suppose qu'il y a une variation linéaire, et lorsqu'on dépasse upper, lorsqu'on maximise, on a D égale 1. Ça, c'est dans le cas où on maximise la réponse. Dans le cas à l'intérieur, on peut estimer la désirabilité en répondant, en faisant la projection de la réponse obtenue sur l'axe
de désirabilité individuelle. Par exemple, une réponse Y, on peut projeter pour avoir la désirabilité sur l'axe des Y. Même chose lorsqu'on minimise la réponse, on suppose, alors, ici, non, je pense qu'il y a une erreur, ici égale D égale 1, et D égale 1, je dois rectifier, D égale 1 ici, D égale 1 et D égale 0. Donc, je dois rectifier D égale 1 et D égale 0. Alors, entre les deux, on peut, pour chaque réponse, lui attribuer la désirabilité. Si on est là, par exemple, on peut aller jusqu'à D est égal à 80%, environ 80%. Donc, c'est le cas de la minimisation de la réponse. Alors, on peut maximiser, et pour le cas de comprimé qu'on a parlé tout à l'heure, par exemple, pour le temps de libération, les expérimentateurs ont fixé que la valeur cible inférieure, c'est 90 minutes. C'est-à-dire que il préfère que le principe actif soit libéré au bout d'une heure et demie. Alors, c'est la cible. Donc, à partir de là, D égale 1. Si on est inférieur, si on arrive à libérer le principe actif avant 90 minutes, on va lui attribuer une désirabilité D égale 1. S'il dépasse 240 minutes, c'est-à-dire 4 heures, ça n'a pas d'intérêt. Donc, le médicament n'aura aucun effet après 240 minutes, donc c'est pas intéressant. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un taux de libération inférieur à 240 minutes, mais si c'est entre ça, entre 90 et 240 minutes, donc on peut voir, on examine les situations. À 180 minutes, la désirabilité est de 40%, par exemple. À 150 minutes, la désirabilité est 60%. Donc, on va jouer sur la composition des excipients pour avoir un bon temps de libération de principe actif. Donc, on peut lire, par exemple, pour 150 minutes, on a une désirabilité de 60%. Alors, on peut s'exprimer sur les zones intermédiaires. On peut le calculer d'une manière mathématique. Ici, nous avons deux triangles semblables. Alors ici, vous avez deux triangles semblables. Et on peut calculer D, c'est la distance celle-là, sur U moins Y, U moins Y, qui est égal à 1 sur U moins L. U moins L, parce qu'ici, la hauteur, c'est 1. Donc, on peut expérimenter U moins Y sur U moins L. Donc, on peut résumer ça dans l'accolade suivante. Si Y est inférieur à L, on a D égale 1. Si Y est supérieur à U, on a D égale 0. S'il est comprise entre L et U, on peut l'obtenir à partir de la formule suivante. C'est le cas où on minimise. On peut le calculer de la même façon, le cas où on maximise. Je ne sais pas si j'ai fait le calcul. Voilà, ici, par exemple, on maximise, c'est la même chose. Ici, vous avez deux triangles semblables, le premier et le deuxième. Donc, nous avons D, petit d, c'est là, sur Y moins L, c'est la base du triangle, qui est égal à 1, c'est la hauteur 100%, c'est 1, U moins L. Donc, on applique la règle des triangles semblables. On peut calculer D, c'est Y moins L sur U moins L. Alors, on transforme ces réponses en termes de désirabilité. Pour L inférieur, Y inférieur à L, c'est 0. Dans le cas, on maximise. Y supérieur à 1, on lui attribue D égale 1, parce qu'on veut maximiser. Et à l'intérieur, nous avons la valeur de D pour chaque valeur de Y moins 1 sur U moins 1. Voilà donc la notion de désirabilité. Comment peut-on maximiser une réponse? Comment peut-on minimiser une réponse? Comment peut-on cibler une mesure?
Alors, donc, je récapitule. Vous avez ici, donc, on mesure les caractéristiques, on les transforme en désirabilité. Chaque désirabilité, on lui attribue un poids. Il faut une pondération. On convertit, on fusionne en termes de désirabilité globale, qui est en fait la somme géométrique de toutes les désirabilités individuelles normées en divisant par la somme des coefficients de pondération. Donc, bon, c'est ça la méthodologie adoptée pour apprécier la qualité d'un produit. Alors, donc, par exemple, je reviens aux exemples qu'on a pris. Dans le cas de carreaux céramiques, nous avons vu les caractéristiques recherchées, c'est le module de Young, la dureté, la porosité et le retrait. Donc, lorsqu'on fabrique le carreau céramique, on doit mesurer ces caractéristiques-là. Bon, ça dépend des W, comment est-ce qu'on va leur donner le même coefficient 1, ou bien on va privilégier, par exemple, le côté mécanique sur la porosité, par exemple. Donc, c'est au constructeur ou bien au fabricant qui va qui va déterminer les caractéristiques désirées pour son produit. Est-ce qu'il va privilégier une réponse sur l'autre? Voilà, donc pour les comprimés, bien sûr, donc lorsqu'on a fabriqué le produit, donc le temps de libération, il faut le minimiser, c'est l'objectif, c'est-à-dire il faut que le principe actif soit libéré rapidement. La friabilité, il ne faut pas que le produit s'altère lors de transport, et donc on va perdre en masse, parce que bon, le frottement, donc il faut qu'il y ait une bien compacte. Et la variation de masse, bien sûr, une répartition homogène du principe actif à l'intérieur de tous les comprimés. Alors on peut exprimer ça bon, dans le cas de comprimés et délimiter sur un graphe la zone où on a une réponse inférieure à 240 minutes. Donc c'est la zone rouge. Ici vous avez un ternaire qui est constitué par les excipients, la cellulose microcristalline, le dicalcium phosphate et la tablettose. Donc la zone, ils ont fait l'expérimentation, la zone hachée en rouge, colorée en rouge, c'est la zone où il y a une réponse inférieure à 240 minutes. C'est-à-dire si on fait une composition ici, ou bien un mélange là, ou bien un mélange là, ou un mélange là, on répond à ce critère-là, à ce critère de temps de libération. Même chose pour le temps de la friabilité. La friabilité, la zone qui répond aux exigences recommandées par le constructeur, par le fabricant, c'est cette zone-là. On a, on a fixé une valeur de friabilité qui est supérieure à 0,75. Donc cette zone-là, on a un bon état de comprimé qui est très compact. Même chose dans le cas de la variation de masse. La composition qui permet d'avoir une répartition homogène lorsqu'on fixe la quantité des excipients, la microcellulose cristalline, le dicalcium phosphate et la tablettose, c'est cette zone-là. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire pour trouver la zone de compromis, c'est-à-dire la zone où on a une désirabilité globale? Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut superposer les trois graphes. Alors, lorsqu'on superpose les trois graphes, donc cette zone en rouge, c'est la zone où il y a le comprimé, où on répond favorablement aux différents critères. Donc, une fois qu'on choisit cette zone-là, il faut faire des études, il faut zoomer sur cette partie-là pour avoir des désirabilités beaucoup beaucoup plus utiles, beaucoup plus pointues. Donc, voilà la méthodologie qu'on adopte pour la désirabilité et quel est son rôle dans le domaine de formulation. Et bien sûr, c'est le domaine de la qualité. Voilà donc, un aperçu sur la notion de désirabilité en formulation.
Je termine cette séquence et on va faire une autre séquence. On va étudier un cas, étude de cas pour la désirabilité, un cas industriel. Merci pour votre attention. À la séquence prochaine.